On va accueillir Docteur Malafosse qui va vous partager l'efficacité des semelles dans la prise en charge des sportifs de haut niveau. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à toute l'équipe de Nicolas Saint-Lô et Exit pour l'invitation, pour votre participation et c'est toujours agréable d'échanger, surtout dans nos réunions pluridisciplinaires, hein, parce que finalement, on va se rendre compte, c'est vraiment la base. Alors, je, je vais démarrer. Je me suis permis de changer le titre parce que sportif de haut niveau, qui peut prétendre être sportif de haut niveau? Bon, je sais bien qu'on va avoir des Jeux olympiques, ceux qui auront des médailles d'or seront plus sportifs de haut niveau que ceux qui seront sur la marche inférieure et peut-être même certains ne seront pas sur le podium. Non, on va essayer d'aborder le semer les sports. Voilà, semer les sports. Alors, le sujet était tellement vaste que je l'ai réduit. Et je l'ai réduit à semelles proprioceptives et sport. Et on va essayer de démystifier justement ce mythe de semelles proprioceptives. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Par exemple, je me suis retrouvé une après-midi entière à disserter avec le professeur Goudot, qui était le patron du service de maxillofacial à l'époque, alors que moi je travaillais à la fac dentaire sur la posture crânio-mandibulaire. Et il m'avait appelé pour exposer ce qu'était la posture, puisque l'occlusion participerait, dit-on, dans la posture. Et à la fin de notre réunion, qui a duré toute une après-midi, je lui ai dit, mais monsieur, tout ce que nous avons dit, nous avons disserté donc autour de la posturologie, si tant est que ce terme existe. Mais je vous mets en garde, le tout postural n'existe pas. Ce en quoi ce professeur d'université m'a répondu, mais docteur Malafosse, le rien postural n'existe pas non plus. Donc je pense tout à l'heure, Voyane parlait de curseur, mais c'est pareil, voilà. De mettre tout sur le compte de la posture, c'est une erreur. De la récuser en totalité, c'est une autre erreur. Hein, voilà. Alors, nous allons surtout aborder la posture à travers ce qu'on va définir comme cadre, c'est-à-dire l'orthostatisme antigravitationnel, qui est une redondance d'informations. Nous sommes vraiment dans de la neurologie. Comme je dis souvent, je fais 2 cours à la fac sur la posturologie. Nous ne sommes pas chez Ikea. Nous sommes en neuro. Nous sommes sur des êtres qui pensent, du moins, je leur souhaite, qui réfléchissent, qui ont aussi leurs émotions, nous en parlerons tout à l'heure. Et donc, il s'agit de redondance d'informations oculaires, on parlera des yeux, cochléaires, vestibulaires, proprioceptives au sens large du terme sur toutes les chaînes musculaires que nous évoquerons. Et lorsque les noyaux vestibulaires pèsent des deux côtés les informations de façon équilibrée, je n'ai pas dit identique, je dis simplement équilibrée, on peut considérer que nous sommes dans une posture cohérente. Alors, je vais vous soumettre une image et vous poser une question dont vous n'aurez la réponse que dans quelques diapositives. À un très haut niveau de dressage, un cheval serait capable, dit-on, de ressentir les mouvements fins générés par le regard du cavalier vers l'obstacle. Le cavalier dirige son regard vers un obstacle et le cheval, comment fait-il? Est-ce qu'il se retourne pour regarder la tête du cavalier? Le fait est qu'il comprendrait où veut aller le cavalier. Qu'en pensez-vous? On va essayer de l'aborder. Alors, les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu cette podométrie électronique du début. Et je dis toujours que quand on parle de posture, on parle de position relativement figée, on parle de statique, d'orthostatisme, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ceux qui ont fait ces analyses de podométrie électronique se sont rendus compte qu'il y avait de la dynamique. Il y avait de la dynamique dans notre statique parce que tous ces points d'appui s'éteignaient, s'allumaient, partaient en avant, partaient en arrière, à droite, à gauche, se répartissaient. La posture, c'est vivant. C'est tellement vivant que nous avons à l'époque, alors je ne vous dirai pas le nombre d'années, peut-être 35 ans, 38 ans, avec un de mes amis podologues que certains connaissent, qui s'appelle Henri Ollier, qui était à Perpignan. Nous avions enregistré avec un procédé très compliqué de révélateur, de papier spécial, des feuilles de papier de 10 mètres, imaginez, et un révélateur à base de formol. Nous avons enregistré, vous le voyez en haut,
Les pieds en position statique d'un individu, et ces mêmes pieds lorsque cet individu se mettait à courir. Et vous vous rendez compte que les pieds que vous avez en statique, eh bien, ils vous suivent en dynamique. On ne peut pas faire autrement. Si vous avez, on en parlera tout à l'heure, une asymétrie d'appui, qui est souvent sous-tendue d'ailleurs par une asymétrie de tonus musculaire au postural, cette asymétrie va se répercuter dans la course. Là, il s'agit d'empreintes de quelqu'un qui était demi d'ouverture d'une équipe de l'équipe de France de rugby, mais qui, avant de faire ceci, était prof de gym. Et il était dans l'équipe de France universitaire du 4 fois 100 mètres. Sauf que il ne pouvait pas courir dans le virage, sinon il sortait. Il avait un hyper appui gauche tellement important que ça le faisait dévier. D'ailleurs, on se pose une question, et il faudra peut-être le résoudre, on n'a que 4 mois avant les Jeux Olympiques. Pourquoi court-on dans le sens anti-horaire? Il faudrait faire 2 pistes. Que certains courent dans un sens anti-horaire classique et les autres dans un sens horaire. Déjà, la configuration de nos pistes d'athlétisme et de compétition élimine tant de sportifs que dirais-je, que de morphotypes posturaux. Alors, quand on parle de posture, on analyse un individu, on y reviendra, des pieds à la tête, on va mesurer, on va prendre les flèches au niveau du rachis, on va quantifier la position, en avant, en arrière, équilibré, déviation à droite, déviation à gauche. On va regarder, très important, les épiniliaques antéro-supérieurs que l'on va même quantifier et calibrer avec un stéréomètre. C'est très simple. On va bien sûr utiliser le podoscope. Nous verrons qu'on peut aller encore plus loin. Et vous allez me dire, vous qui êtes en majorité ce soir podologue, comment s'est-on rendu compte que dans la posture, il y avait 2 intervenants majeurs qui étaient les pieds et les yeux? Eh bien, figurez-vous que dans la région de Montpellier, nous avons un incubateur scientifique fabuleux, hein, puisque je connais beaucoup d'entreprises. Il y en a une pas loin de Clapier, qui font bien avancer les choses. Et à cette époque-là, figurez-vous que tout a commencé par un orthoptiste qui m'appelle et qui me dit: «Il faudrait que nous nous rencontrions». Chose dite, chose faite. Et cet orthoptiste, qui était très curieux dans sa pensée, cet orthoptiste qui était très méticuleux, a eu l'idée, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés chez leur ophtalmo déjà, ils vous examinent assis. Les orthoptistes souvent font les bilans assis. Et il avait déjà à l'époque, c'était un précurseur, eu l'idée d'examiner ses patients assis et debout. Et il me dit: «Eh bien, les constantes et les paramètres oculomoteurs que je mesure ne sont pas les mêmes assis et debout. Certaines personnes sont mieux quand elles sont debout, sur le plan visuel. Et parmi les personnes qui sont mieux, la plupart du temps, ils sont équipés de semelles proprioceptives». Donc on a commencé à réfléchir, on a commencé à chercher, et on est tombé sur cette expérience du laboratoire de neurosciences du CNRS de Marseille. Ils ont mis un individu debout dans une pièce noire, obscure. Le noir n'était pas absolu parce qu'au fond de la pièce, qui était relativement profonde, de 3 à 5 mètres, je vous traduis pourquoi, parce qu'il fallait que ce soit examiné, le sujet soit examiné en vision de loin. Au fond de la pièce, il y avait une cible lumineuse, une petite cible lumineuse, un peu comme celle de vos téléphones. Et le sujet devait regarder cette cible qui était située à la hauteur de ses yeux, sans bouger. Et à ce moment-là, les chercheurs ont commencé à stimuler certaines zones au niveau de la cheville, certains tendons, avec un petit appareil qui était fréquencé à 70 Hz. Nous pourrions disserter sur la fréquence, on n'aura pas le loisir. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on stimulait le tendon du jambier antérieur avec 70 Hz, petit appareil vibratoire, le sujet avait l'impression que la cible montait. Et que si on allait chercher vers le solaire,
la même stimulation donnait une impression que la cible descendait. Bien sûr, les expériences ont été multipliées. Bien sûr, on a essayé également d'aller sur les adducteurs et les abducteurs, et tout ceci était vérifié. La cible se déplaçait à droite, à gauche. Et donc, je reviens sur ma première diapo, la diapo, le quiz. Finalement, nous allons aborder le problème de chaîne musculaire. Et donc, les mouvements des yeux peuvent être influencés par des stimulations du pied, mais à contrario, et c'est logique, les mouvements des yeux peuvent influencer les sensations plus basses. Donc, le concept de chaîne musculaire donc, était déjà né, il était évoqué, mais il n'était pas prouvé. Donc, il est prouvé par cette expérience, c'est ce qui a été pour moi un révélateur et un fil rouge. On peut travailler quand on a quand on a bien étayé. Et donc, ces chaînes musculaires sont bien connues. Elles vont du pôle sensoriel au pôle podal. J'ai écrit pôle sensoriel parce que la vision n'est pas la seule concernée, même si elle est majoritairement concernée. Et ces chaînes musculaires sont à la fois ascendantes, descendantes, alternées, complémentaires. Elles sont alternées parce que si vous regardez, sans rentrer dans un détail très précis, mais si vous regardez, oh, oh là là, pardon, on va y arriver. Voilà. Si vous suivez la chaîne écrite en vert, vous voyez que le triceps sural est en arrière, et dès qu'on passe une rotule, c'est le cas de le dire pour le genou, une rotule mécanique, j'entends, on passe en avant le quadriceps, on passe un système de poulie qui lâche, on passe en arrière sur les fessiers, hop, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et si vous prenez la deuxième chaîne, en rouge, jambier antérieur devant, après le genou, au-dessus du genou, pardon, ischio-jambier en arrière, psoas iliaque pectiné, et vous reconnaissez nombre de pathologies de médecine du sport qui nous ennuient souvent parce qu'elles sont répétitives, parce qu'elles sont chroniques, parce qu'elles s'installent. Il faut parfois penser à examiner la personne sur le plan postural. Cet examen postural, ben, il sera, bien sûr, les podologues, vous êtes aux premières loges, il faudra remonter tout le membre inférieur, le rachis, et ne pas hésiter à regarder certaines choses au niveau des yeux sans faire de l'orthopsie. Il y a des petites vérifications à effectuer qui ne sont pas forcément compliquées quand on les a comprises. Et donc, ces muscles statiques, qui sont les muscles de la posture, ils obéissent à une règle. Ils sont involontaires, la posture est involontaire, inconsciente et réflexe. Si la façon dont je me tiens monte à ma conscience parce que j'ai une douleur, parce que je suis obligé de me corriger, il s'agit d'une posture pathologique. Et donc, elle est réflexe, et c'est le cas, parce qu'elle a un point de départ, une intégration et une réponse. Et le point de départ, il est captoriel, et nous allons parler des capteurs tout à l'heure, qui nous intéressent au niveau du pied. Elle est automatique, réflexe, inconsciente, et bien sûr, puisqu'elle est gérée par des organes neurologiques qui sont sous-corticaux. Contrairement au cortex de notre cerveau, il s'agit du cervelet et de ses annexes, annexes n'étant pas péjoratifs, annexes étant simplement leur situation anatomique. Et bien sûr, ces muscles posturaux n'ont rien à voir avec nos muscles cinétiques, qui eux sont volontaires, qui agissent dans un but déterminé et dont la commande est corticale. Voilà, je vous rappelle la frontale ascendante. Et encore moins, ces muscles posturaux n'ont de rapport avec nos muscles de l'émotion qui sont gérés par le gyrus singulier, donc notre cerveau émotionnel. Donc revenons sur nos capteurs. Essentiellement, deux capteurs sont intéressants à décrire. La boucle gamma avec le capteur neuromusculaire intramusculaire et l'appareil intrafusorial, dont le but est d'éviter à nos muscles de s'étirer, de se déchirer. On va faire simple. En même temps, ils régissent notre système de posture. Mais s'il n'y avait que ce système-là, nos muscles se contracteraient jusqu'à l'épuisement, voire l'arrachement de leurs insertions. Et il faut une antidote, un système inverse, qui est la boucle gamma inversée. Et c'est de l'équilibre entre ces deux systèmes que
nos contractions musculaires et entre autres celles qui maintiennent notre posture sont mises en jeu. Petite dissection du pied pour vous montrer les emplacements de deux éléments majeurs des semelles proprioceptives, les gold standards de la proprioceptivité plantaire. L'emplacement, vous l'aurez reconnu, de la barre rétrocapitale et l'emplacement du fameux coin calcanien interne. Pourquoi va-t-on mettre des éléments de semelle sur ces endroits-là? Alors, tout d'abord, le coin calcanien interne, dont j'ai fait un petit zoom sur sa zone, correspond à la projection du muscle le plus puissant, tu me diras si je me trompe, du pied, l'abducteur du premier rayon. Ce muscle est un muscle rouge, très riche en capteurs neuromusculaires, et il se trouve que lorsqu'on le stimule par des éléments à cet endroit-là, on stimule toutes les chaînes musculaires et on vérifie en remesurant le bassin, les flèches et beaucoup de choses, y compris les yeux, on en reparlera. On a une action positive sur ces chaînes musculaires dans le sens de les tonifier. Mais me direz-vous, il nous arrive de rencontrer des sujets au profil musculaire hypertonique, je dirais même trop tonique. Et à ce moment-là, il va falloir essayer de freiner hein, leur tendance hypertonique sur ces chaînes musculaires. C'est d'ailleurs le cas de la plupart de nos sportifs. Et là, on va aller sur l'avant-pied, qui est beaucoup plus riche en capteurs neurotendineux. Alors, il n'apparaît pas, il est caché, mais il est en dessous. C'est surtout l'adducteur ADD, l'adducteur du premier rayon, qui est beaucoup plus fibreux, beaucoup plus ligamentaire. Et voilà. Par contre, ça serait bien sûr très réducteur de dire on va mettre soit des barres rétrocapitales chez les gens toniques, soit des coins calcanéens internes chez des gens plutôt relâchés. Nous avons deux hémicorps qui parfois n'arrivent pas à s'entendre entre eux, et on sait très bien que du fait de notre latéralité, le droitier et le gaucher, nous y reviendrons, le droitier va être un peu plus tonique à droite et un peu moins tonique à gauche. Il va falloir en tenir compte. Et nos deux hémicorps musculaires, s'entend, n'arrivent pas toujours à s'agencer de façon cohérente, de façon symétrique. Et nous allons avoir ceci, nous allons avoir un côté plus tonique que l'autre. Ça va engendrer des rotations différentes au niveau des membres inférieurs. Ce pas des rotations chirurgicales, ce sont des rotations très légèrement fonctionnelles, mais suffisantes pour engendrer pas mal de petits problèmes. Tout ceci, nous le mesurons, vous le voyez, à l'aide de stéréomètres. Et donc, nous savons que notre sujet plutôt relâché, hypotonique, on va le nommer comme cela, s'il est droitier, il sera plus tonique à droite, mais vous le savez, vous le reconnaîtrez. Son petit valgus hypotonique calcanéen, ben, il sera majoré du côté gauche, puisqu'il est déjà moins tonique. Vous le verrez au niveau des épiniliaques. Vous aurez des abaissements et des rotations qui vont traduire des torsions hélicoïdales du bassin, avec tous les muscles qui s'y insèrent. Vous avez reconnu les pubalgies, les lésions des ischio-jambiers, les accidents des quadriceps. Hein. Donc ça, en médecine du sport, c'est du courant. Si vous avez au contraire un morphotype plutôt hypertonique, ben, de toute façon, s'il est droitier, ben, il sera plus hypertonique que du côté droit, et son varus calcanéen sera majoré de ce côté-là. On a tous noté ces asymétries. Et donc, nous allons jouer avec ces semelles proprioceptives, les éléments que je vous ai présentés, et peut-être même d'autres qu'on peut rajouter pour les renforcer, sur ces asymétries de tonus musculaire postural qui sont vraiment la plaie en médecine du sport. Et la limite, nous parlions de latéralisation. Nous savons que nous avons une oreille qui entend et que l'autre écoute, qu'un œil voit alors que l'autre regarde. Ben, c'est pareil au niveau du pied. Nous avons un pied statique et un pied dynamique. Comment faire hein, pour taper dans un ballon? Alors c'est clair qu'il ne faudra pas les traiter tout à fait de la même façon. Et puis vous allez me dire, mais on nous parle de pieds cause du problème ou parfois pieds otage d'un problème. Autrement dit, il existe des pieds causatifs en posturologie, hein, qui sont la cause du déséquilibre postural, et d'autres ne sont pas causatifs, ils seraient adaptatifs, c'est-à-dire que c'est un problème postural plus haut qui aurait créé une adaptation pour que le pied se déforme. Alors, que va-t-on faire?
Donc, si le pied est causatif, ça veut dire que l'entrée podale est la cause primaire, ou en tout cas principale s'il y a plusieurs causes associées, du déséquilibre postural. Et là, podologue foncé. Si le pied est adaptatif, ça veut dire que son déséquilibre postural trouve son origine, en tout cas son origine principale, dans une autre entrée posturale, qui peut être la vision, qui peut être l'occlusion. Qu'allons-nous faire? Alors rassurez-vous, pour vous c'est très simple, parce que les gens ne viennent jamais au tout début de cet engrenage physiopathologique. Le pied adaptatif, même s'il est adaptatif, il va se fixer au bout d'un certain temps. Certains ont même pu proposer des dates d'adaptation définitives. Je n'irai pas jusque-là, mais il est clair que quand vous voyez déjà un adolescent, il y a de fortes chances que son pied, s'il était adaptatif au départ, se soit fixé entre-temps, et donc il devient causatif. Sauf que il faut être un peu plus pondéré dans sa correction, parce qu'imaginons un petit pied légèrement creux, adaptatif à une jambe du même côté qui serait, un membre inférieur du même côté qui serait un peu plus court. Il faut faire attention de ne pas trop le relâcher d'un coup, parce que ça peut gêner. Et donc, si vous voulez, rassurez-vous, nous arrivons à la fin. Alors, c'est curieux que ce soit inversé, c'était écrit en blanc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, quand vous avez terminé votre examen, il faut faire, faut que tout concorde. Si on a fait des semelles proprioceptives, il faut que les orientations des genoux, du bassin, du dos, tout s'arrange bien, y compris, et nous l'avons vu avec nos chaînes musculaires, les corrélations, les concordances avec la vision horizontale, avec la vision verticale. Et alors, d'accord. Ben, c'est toujours, pardon, mon ami Raphaël Varane qui jouait à l'époque au Real de Madrid et qu'on avait corrigé. Mais avant de le corriger, on lui avait fait un bilan. Il était venu au MHR parce qu'il se blessait souvent. Il avait demandé à nous voir et nous avions fait un bilan ben, complet, tel que vous l'avez vu tout à l'heure. Et lorsque le bilan a été terminé, il m'a dit, tu sais, je ne sais pas ce que tu vas me dire en conclusion, mais je vais te croire. J'ai confiance en toi parce que tu es le premier qui m'a vu des pieds à la tête. On l'a vu debout, on l'a vu couché, on a vu les pieds, on a vu les genoux, on a vu le bassin, on a vu le rachis, on a regardé ses rotations cervicales, on a analysé sa convergence, on a analysé ses hétérophories. Ben, ça met quelqu'un en confiance puisque on a regardé le sportif et non pas le pied du sportif, hein, bien sûr. Donc vous voyez que tout ceci demande quand même pas mal d'intervenants. Donc moi, je suis en train de travailler à l'heure actuelle en neurosciences avec plusieurs entreprises que je conseille et avec lesquelles nous avançons. Nous travaillons sur la stabilométrie, bien sûr, mais beaucoup de gens ici connaissent la stabilométrie avec l'oculométrie assistée par assistance digitale. On calcule des temps de réaction visuelle, des vitesses de mouvement des yeux, la précision des mouvements des yeux également, important dans certains sports, hein. Voilà, alors, comme vous êtes podologue, je vais vous faire part un peu de certaines choses sur la stabilométrie. Pour ceux qui connaissent, ça n'apportera rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut interpeller. Donc, vous savez, il s'agit d'analyser le centre de pression qu'on ne peut pas tout à fait assimiler au centre de gravité d'un individu. Et il y a plusieurs façons, il y a plusieurs types de plateformes. Moi, j'aime bien maintenant les plateformes qui dissocient les deux pieds parce qu'elles donnent une idée de ce que l'on appelle la distribution droite-gauche, hein, en plus du statokinésiogramme. Alors là, je- ça tombe bien, c'est que j'ai suivi l'équipe de la Côte d'Ivoire l'année dernière. Ils en ont pris 4 buts à 0 hier. Mais j'avais déjà envoyé mon diaporama, je ne peux plus le rattraper. Voilà, donc je sais pas, peut-être on a fait quelque chose. Voilà, donc ça permet de tester les gens, ça permet également de. Alors, ce qui est important moi qui m'occupe aussi de commotion cérébrale en début de saison, quand on a des bilans, un commotionné cérébral va avoir des perturbations dans son équilibre, dans sa stabilométrie, dans sa posture. On peut même se servir de tout ceci pour veiller et surveiller le risque de blessure musculaire. Voilà. Et de toute façon, il faut travailler à plusieurs et nous sommes, voilà, vous voyez, euh,
Kinvan qui travaille sur les plateformes, Vogosport sur la vidéo, le CNRS qui travaille sur un test salivaire que l'on commence à faire dans les commotions cérébrales, XFIT qui travaille... Semelle, ah d'accord, c'est bien, impeccable. Voilà, puis il y en a d'autres, tout ça. Voilà, mais écoutez, merci pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions, alors c'est vrai que j'ai survolé, hein, d'habitude il me faut 3 jours pour faire ça, hein, c'est à peu près ça? Ouais, 3 jours. Ah oui. Alors, équipé de... la réponse est compliquée parce qu'il y a des clubs, bon, tu sais que partout il y a des modes, il y a des clubs où on met des semelles systématiquement à tout le monde. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a des variations morphologiques et que les sujets de race noire, ce n'est pas leur faire offense, hein, surtout que j'ai beaucoup d'amis sportifs qui sont de race noire, ont davantage des pieds d'aspect plat, plat dans leur configuration, et pas plat dans la composante musculaire. Donc, quand on arrive, alors le pire, ce sont les Fidjiens. Les Fidjiens, ils n'ont pas des pieds, ils ont des palmes, hein, c'est très particulier. De mettre des semelles pour corriger une entité ethnique, c'est affreux. C'est affreux. Après, ben, les sportifs qui ont besoin de corrections posturales, et dans les corrections posturales, il est clair que les semelles sont quand même à 80-90% présentes, puisque quand même la plupart des sports que nous évoquons sont des sports en charge. Donc ce sont les sportifs qui sont sujets à des blessures à répétition, malgré une bonne hygiène de vie, malgré des soins qui sont performants. Pourquoi ceux-là vont-ils se blesser plus souvent sur le plan musculaire? Alors je parle de blessures intrinsèques, c'est-à-dire des blessures qui arrivent sans agression extérieure, euh, qui se chronicisent, qui se répètent, entre autres par exemple la pubalgie. On a mal à un adducteur, on a mal à l'autre adducteur, et un jour ça commence à partir un petit peu plus serré, un peu plus longtemps, et on passe sur des blessures ou des inflammations qui sont très longues à traiter, hein. Donc c'est le sportif, voilà. Après, nous travaillons beaucoup avec nos amis chirurgiens, hein, moi j'étais un gros prescripteur de chirurgie parce qu'à un moment donné, il ne faut pas demander à des semelles ce qu'elles ne feront pas. Une instabilité de la cheville, c'est une instabilité de la cheville. Par contre, après un complément, on peut très bien le faire. En posturologie, on sait qu'il y a des gens qui ont une morphologie particulière. Ils ont leur centre de gravité sur l'avant-pied plutôt que de le mettre sur l'arrière-pied. Donc, il est clair qu'ils sont sujets à des troubles statiques de l'avant-pied et que si on les laisse une fois opérés dans cette situation, ça peut être compliqué pour la cicatrisation ou même pour une éventuelle récidive. Mais ça se voit à distance, c'est à nous de jouer, quoi. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que les semelles proprioceptives jouent sur des capteurs, mais elles ne pourront intervenir que si vous, podologue, vous avez traité les problèmes de douleur du pied avant. Si la nociceptivité est plus importante que la stimulation proprioceptive, les semelles proprioceptives ne seront pas efficaces. Donc, quand on reçoit des sportifs qui ont déjà des douleurs sous les pieds, il est compliqué de les appareiller pour les corriger au niveau postural. Il faut d'abord soulager le problème du pied. Et une fois qu'on aura le passage, à ce moment-là, bien sûr, on pourra passer à la deuxième phase. Donc, c'est toujours un dialogue, hein. Maintenant, moi, j'ai arrêté mes activités depuis 3 ans, mais comme disait Wayan tout à l'heure, voilà, venez nous voir, il faut discuter, il faut que l'un vienne vers l'autre et l'autre vers l'un. Euh, Prendre ses patients en charge, c'est parfois compliqué.
Alors, tout dépend de la stimulation. Tout dépend de la stimulation, mais comme ce sont des éléments qui font 1 à 2 millimètres, de toute façon, ils sont stimulés en permanence quand on est debout. Et si la personne, on va prendre le cas du sujet hypotonique, lui, il n'est pas stimulé en permanence, donc il vaut mieux l'aider en permanence. Voilà. Par contre, ta question est très intéressante parce que quand on parle de permanence, c'est la grosse question chez les sportifs. J'ai mal quand je fais du sport, donc je ne mets mes semelles que quand je fais du sport. Ah ben non, il faut les mettre tout le temps. Je leur dis: «Le sport est l'exacerbation d'un défaut que vous traînez au quotidien. Traitez-vous au quotidien et pour le sport. S'ils ne se traitent que pour la pratique du sport, ils ne sont pas traités».